C'est l'heure du face-à-face entre David Revaudalon du JDD et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors, Nicolas Hulot, le ministre de l'Environnement, rattrapé par le réalisme. Hier, en Conseil des ministres, l'écologiste a déclaré buter contre l'objectif de ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité à base d'énergie fossile. Cet aveu met fin à 6 ans de promesses formulées par François Hollande, gravées dans la loi sur la transition écologique et perpétuée par Emmanuel Macron durant la campagne. Alors je vous propose d'écouter les explications, Nicolas Hulot, ce matin, et la réaction de Yannick Jadot, le député européen Europe Écologie Les Verts. Certains ont dit, Hulot, il a reculé sur le nucléaire. Pas du tout, on va avancer. On aura à fermer des réacteurs, l'objectif de 50% sera maintenu, il sera réalisé, probablement décalé dans le temps, mais si je m'en étais tenu, en tout cas à l'immobilisme présent, on ne l'aurait pas fait ni en 2025, ni en 2030, ni en 2035. Nicolas Hulot, c'est un symbole extraordinaire pour les Français. C'est le symbole de l'engagement écologique. Et vous avez, les mois passants, un ministre qui cède sur les perturbateurs endocriniens, sur le CETA, sur le glyphosate, maintenant sur la transition énergétique, qui n'avale plus des couleuvres, qui avale des boa constrictors. Bien sûr que c'est une énorme faute politique ce qu'il vient de faire. Voilà. Alors, est-ce que c'est d'abord une faute politique que, dans le fond, d'être réaliste et d'être pragmatique, parce que, dans le fond, c'est ce qui se passe. Il découvre une situation qui lui a été, on va dire, imposée. Est-ce qu'il y a une leçon politique à tirer de cela, ou alors, vraiment, c'est du pragmatisme pur et simple? C'est-à-dire que l'objectif était inatteignable. C'est-à-dire que, pour le coup, pour Nicolas Hulot, je ne sais pas si on peut parler de pragmatisme. Il connaît la situation. Le texte de la transition écologique, il l'a soutenu. Donc, il connaissait les questions de calendrier. Si on prend les pièces du dossier, une à une, le glyphosate, il s'est battu pour 3 ans. On est parti pour 5 ans. La France ayant été doublée, à mon avis, sur ce front-là par les Italiens et les Autrichiens notamment. Quant aux autres dossier, le CETA, là pour le coup, c'est vrai qu'il était un peu ficelé sur cette affaire. Donc pour Nicolas Hulot, la partie est extrêmement compliquée. Il ne manquerait plus qu'il perde l'arbitrage sur Notre-Dame-des-Landes. Et là, à mon avis, il n'aurait plus qu'à prendre ses clics et ses claques. Ouais. Oui, c'est vrai, il ne découvre pas, je dirais, les sujets, les dossiers, il les connaît, puisque ça fait des années qu'il s'intéresse à ces dossiers-là, et qu'il était, je le rappelle, conseiller du précédent président, François Hollande, notamment pour la COP21. Ce qu'il découvre, en revanche, depuis 6 mois, c'est la politique. C'est la difficulté qu'il y a à faire, à obtenir des résultats et à agir compte tenu d'une situation. Et ça, vous avez raison, il a du mal à s'en sortir. Et je trouve que la critique de Yannick Jadot est tout à fait juste. C'est-à-dire surtout que Yannick Jadot, c'était plutôt un soutien de Nicolas Hulot. Absolument. Là, il fait vraiment sa première sortie... Mais je crois première canonnade contre Hulot. Canonnade, pas tant contre Hulot, contre ce constat-là, qui est que, découvrant la politique, découvrant la difficulté de l'action politique, il a clairement mangé son chapeau. Juste un petit mot, il faut rappeler qu'Emmanuel Macron, il est, comme d'ailleurs tous ses prédécesseurs, tout sauf écologiste, et que, parvenant au pouvoir, Oui, mais il a fait des déclarations qui pouvaient laisser croire qu'il se mettrait à l'écologie. Mais comme François Hollande, comme Nicolas Sarkozy en son temps. Et il s'avère qu'à l'épreuve du réel, sur tous les dossiers que nous venons de citer, des glyphosates au mix énergétique, les délais, en tout cas, sont intenables. Vous dites qu'il découvre l'action politique. Oui. Lui, il dit le contraire. Il dit qu'il n'y a pas eu d'action politique, que rien ne s'est passé pour effectivement tenir cette promesse. Est-ce que, dans le fond, c'est pas la première fois que ça arrive, qu'il y ait des postures politiques qui ne soient pas suivies des faits, parce que, dans le fond, elles ne sont que idéologiques, bien évidemment, et qu'elles ne sont pas suivies ni des faits ni d'actions. Et surtout sur ce sujet qui est extrêmement idéologique, mais aussi extrêmement réel et économique. Prenons l'exemple de la centrale de Fessenheim, ça fait combien d'années qu'on discute de la fermeture de la centrale de Fessenheim et que des candidats 2012. À la présidentielle, 2007 même, je crois, puisque Ségolène Royal l'avait aussi évoqué. Ça fait combien de temps que des candidats promettent la fermeture de cette centrale et qu'elle n'est toujours pas... alors, il y a des raisons, bien sûr, des raisons économiques, des raisons d'emploi, des raisons sociales, etc. Mais c'est un... Oui, mais justement, vous disiez, c'est affaire de posture. Moi, je crois que justement, la nomination de Nicolas Hulot
à ce poste de ministre Nicolas Hulot, faut-il le rappeler, qui n'a pas voulu être ministre de Jacques Chirac, pas voulu être ministre de Nicolas Sarkozy, pas voulu être ministre de François Hollande, et qui finit par accepter de l'être d'Emmanuel Macron. C'était un symbole. Et ce symbole, il devait se traduire justement en audace. Et là, finalement, on se rend compte qu'en matière d'écologie... Est-ce que c'est pas un mauvais procès qui lui est fait, Bruno? Je ne veux pas faire de procès à Nicolas Hulot. Sans vouloir défendre quoi que ce soit. Procès à Nicolas Hulot. Mais à partir du moment où Emmanuel Macron nomme Nicolas Hulot dans son gouvernement, il faut qu'il fasse preuve d'audace. Or là, sur ce terrain-là, aujourd'hui, aucune audace. Je vais vous citer un sondage que l'IFOP a réalisé pour le JDD dimanche dernier, qui indiquait la cote de satisfaction des 15 principaux ministres. Ouais. Et de façon très étonnante, Nicolas Hulot n'est pas très bien classé dans ce classement. Il est à peu près en... Ça dépend ce qu'on pose comme question. Alors, en bonne opinion de Nicolas Hulot, oui. Nicolas Hulot, elle la meilleure précisément, c'est la raison pour laquelle des hommes politiques, même français. Oui, mais c'est la raison pour laquelle j'évoquais le taux de satisfaction quant à l'action du ministre. Et vous remarquerez que... Alors, première au classement, c'est Laura Flessel. C'est pas forcément très rationnel parce que l'action de Laura Flessel, on la cherche encore à ce stade. Paris 2024. Ouais, elle n'a pas fait grand-chose pour les JO, Laura Flessel. C'est plutôt Anne Hidalgo, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Je ne crois pas que la ministre ait fait quelque chose. Donc ça veut bien dire que sur la capacité à agir, les Français sont un peu dubitatifs concernant le ministre de l'écologie. Alors, on va parler de Laurent Wauquiez, qui est sans doute celui qui prendra la tête des Républicains donc en décembre. La droite qui a perdu 2 élections présidentielles, 2 législatives, eh bien, elle est dans l'opposition pour au moins 5 ans. Alors, pour faire semblant, eh bien, Laurent Wauquiez a cette idée, c'est de créer il reprend l'idée anglo-saxonne d'un shadow cabinet, c'est-à-dire d'un faux gouvernement qui s'opposerait, donc avec des faux ministres qui s'opposeraient au gouvernement. Alors, ça n'a pas l'air d'enchanter tout le monde chez les Républicains. Écoutez, Laurent, c'est une bonne idée ou... Je ne sais pas si c'est une bonne idée, on verra. C'est peut-être, de toute façon. Il n'est pas le premier à la soumettre, cette idée. De toute façon, c'est souvent le cas. Laurent Wauquiez, ça va surtout lui permettre peut-être aussi d'organiser une gouvernance des Républicains et de faire monter une relève. Parce que moi, je pense que Laurent Wauquiez, il a bien compris que lui, à droite, il y avait aussi une page qui s'était tournée. La génération des Juppé, Sarkozy, Fillon à la retraite. La génération des quinquas, on voit bien qu'elle est en difficulté. Il y a ceux qui sont partis chez Macron, ceux qui restent mais qui boudent LR. Donc du coup, on voit bien qu'on passe plutôt à la génération suivante. On verra ce qui va nous sortir de son chapeau. Moi, il faudra juger sur pièce, quoi. Oui, moi, je crois pas vraiment. Des shadow cabinets, on en a toujours évoqué. Je crois que ça n'a jamais eu vraiment d'existence réelle et surtout encore moins d'efficacité politique. Très anglo-saxon, ça correspond absolument pas à notre modèle. Je me souviens que Martine Aubry, quand elle était patronne du Parti socialiste, avait présenté un contre-budget qui avait fait un flop total. Je crois que c'est pas dans la manière, dans les us et coutumes, dans la manière de s'opposer chez nous. La société du Caire, absolument. Aussi, non, mais ce qui est certain, c'est que Laurent Wauquiez, il a compris qu'il fallait qu'il trouve un moyen de... Enfin, voilà, il fallait s'opposer à Emmanuel Macron. Il tâtonne. C'est un peu comme le boxeur, il cherche la bonne allonge, il a du mal. Un coup, il frappe trop fort dans le JDD avec son portrait, où là, il y va au canon, sans doute beaucoup trop fort. S'il pratique une opposition trop bienveillante avec Macron, c'est pas la peine de mettre un pseudo-constructif à la tête de LR. Donc en fait, il cherche la bonne distance et il a du mal pour l'instant. On va parler d'un mot du musée d'Abu Dhabi. Donc voilà, très, très beau musée, construit par l'architecte Jean Nouvel. Alors là, une fois de plus, on appelle cela le musée diplomatique, donc avec des œuvres du Louvre qui vont être le Louvre d'Abu Dhabi. En quelque sorte, Emmanuel Macron, il a là encore de la chance parce qu'il va inaugurer ce musée, sous sa présidence, alors que c'est pas lui qui l'a institué, c'était Jacques Chirac. Et il va récolter les fruits. Comme les Jeux Olympiques, finalement, qu'évoquait Bruno. Exactement, formidable baraka, formidable moment, parce que c'est pas tous les jours qu'on inaugure un musée qui est en gros de la taille du Louvre, plus de 70 000 mètres carrés de salle d'exposition. Donc c'est formidable. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il est là, au bon moment, à la bonne place, après le travail de 3 présidents de la République et de 7 ministres de la Culture. Donc là, pour le coup, c'est la France à l'unisson. On a eu 2 présidents de droite, dont Jacques Chirac, qui a largement lancé l'initiative, et puis ensuite les autres qui ont contribué à ce musée, qui est aussi un musée diplomatique, parce que nous sommes dans cet Orient compliqué, un endroit où la France, elle a été plutôt tournée avec Sarkozy vers
le Qatar. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Avec François Hollande, elle était plutôt vers l'Arabie Saoudite. Et on a le sentiment que Emmanuel Macron est en train d'organiser la diplomatie du secteur à partir des Émirats arabes unis. Oui. D'ailleurs, son interview au Point avait été claire, où il avait été le premier président à dire que, dans le fond, l'Arabie Saoudite finançait le terrorisme. Oui, l'Arabie Saoudite, il était le premier avec à le dire. laquelle nous avons fait, sous le quinquennat précédent, énormément d'affaires, notamment en exportation d'armement. Je crois que c'est une implantation d'importance pour la diplomatie française, diplomatie culturelle, mais diplomatie aussi d'influence, dans une région où, il faut bien le dire, on est quand même pas très fort et où il y a beaucoup de zones de tension du fait des divers conflits proche-orientaux et des conflits entre l'Arabie Saoudite et l'Iran d'une part, et où surtout c'est d'abord les États-Unis, il faut bien le souligner, qui c'est un joli coup de la France, rafle le devant de la scène. C'est un joli coup de la France quand même, c'est une petite canonnade à 1 milliard d'euros à l'arrivée. Donc c'est pas tous les jours. Le Louvre va récupérer. Le Louvre récupérera 1 milliard sur plusieurs années. Pour rénover. C'est un endroit, c'est un truc absolument exceptionnel. Il faut se remettre à l'échelle de notre histoire, de la grande histoire. Et là, on inaugure un musée qui est de la taille de celui du Louvre, grâce en plus à un architecte français. Voilà, Coreco. Merci à tous, Merci à tous les deux, et à très vite sur France 24.